Merci Emmanuel Capus de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Élu de Maine-et-Loire, membre du groupe Les Indépendants, République et Territoire. On va bien sûr longuement revenir sur ce qui se passe au Sénat et sur l'examen de cette réforme des retraites. Mais d'abord, une autre question d'actualité. Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi dans les prochains mois qui vise à inscrire la liberté des femmes à recourir à l'IVG. Il a donc repris la formulation qui avait été votée par le Sénat sous l'impulsion de Philippe Bas, qui avait d'ailleurs divisé la majorité sénatoriale. Est-ce que vous auriez préféré qu'il reprenne la formulation droit à l'IVG, qui était la formulation initiale qui avait d'ailleurs été votée à l'Assemblée? Pas du tout, pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, il semble reprendre les termes qui sont ceux qui ont été adoptés par le Sénat grâce à l'amendement du sénateur LR Philippe Bas que moi j'ai voté et qui consacre une liberté de la femme dans le cadre de la loi et pas le texte précédent qui est tombé et qui présentait des risques en termes d'équilibre par rapport à un équilibre qui est compliqué à trouver sur ce sujet. Et donc le texte du Sénat, c'est une bonne chose qu'effectivement le président de la République envoie un signal fort en reprenant la façon dont c'est écrit. C'est pas de moindre portée, je dirais que c'est à droit constant. C'est-à-dire que c'est l'objectif qui avait été fixé, constitutionnalisé à droit constant. On ne modifie pas le droit constant actuel. En revanche, on l'inscrit dans la Constitution. C'était ça qui était proposé, et c'est ça qui est fait par l'amendement de Philippe Bas, et qui a entraîné l'adoption de la loi votée par le Sénat. Le président de la République, il souhaite englober ça dans une réforme plus globale, une réforme constitutionnelle plus globale. Est-ce qu'en faisant ça, il ne prend pas le risque d'enterrer cette IVG dans la Constitution? Ça, je ne sais pas. Alors, en dehors des sujets sur l'IVG, effectivement, j'entends parler de certains autres sujets. Moi, je suis sur la décentralisation, extrêmement sensible à la protection, effectivement, de la Constitution. Donc, je suis comme beaucoup de ceux qui considèrent qu'on doit toucher la Constitution avec énormément de précautions. Donc, évidemment, si c'est mis dans un package global, ça multiplie nécessairement le risque qu'il y ait des oppositions. Donc vous souhaitez quelque chose de spécifique sur l'IVG? Je ne sais pas, parce qu'on ne va pas revenir devant le Congrès tous les 36 du mois non plus. Donc c'est sans doute la seule solution, mais ça multiplie évidemment les oppositions possibles. Alors on va évidemment parler de ce qui se passe au Sénat. Le Sénat qui poursuit l'examen de la réforme des retraites. Dans une ambiance quelque peu électrique, les débats se sont enlisés hier soir. Récit de ces dernières heures de séance avec Quentin Calmet qui nous rejoint. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Emmanuel Capus. Bonjour. Quentin de retour le matin après avoir suivi des séances jusqu'au bout de la nuit. Alors vous suivez les séances jour et nuit Quentin, avant de parler de l'ambiance. Le point sur ce qui a été voté au Sénat hier. D'abord les sénateurs qui ont adopté le dispositif carrière longue. Voilà, on l'a vu dans le reportage, le sujet de Jérôme Rabier. Effectivement, on parle de cette mesure qui permet aux Français qui ont commencé à travailler tôt de partir à la retraite avant l'âge de 64 ans. Alors, on ne va pas rentrer dans la mécanique complexe de ce dispositif parce que c'est très difficilement compréhensible la façon dont ça fonctionne exactement. D'ailleurs, hier, René-Paul Savary a essayé d'expliquer ce tableau-là qu'on voit à l'antenne, c'est-à-dire la prise en compte de multiples facteurs, les facteurs d'âge, les annuités, etc. Simplement, le principe que l'on retient, c'est que, il va y avoir des dispositifs pour permettre de partir à la retraite quand vous avez cotisé 43 ou 44 ans, si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, comme on le lit sur ce tableau, dans la partie orange. C'est ce qui est l'apport de la réforme avec ce que les sénateurs sont en train d'adopter. Eh bien, les sénateurs, ils ont même rajouté une nouvelle borne d'âge à ce tableau hier en séance. Les Français ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans vont pouvoir prendre leur retraite avec un départ anticipé à 63 ans. Alors Emmanuel Capus, oui, c'est ce que j'allais vous demander comme question. Il était important de lisser un peu plus ce tableau. On a entendu Jean-Marie Van Leeuwenberg, qui est pourtant centriste et qui est donc au MoDem, plutôt avec la majorité, allié à la majorité, dire qu'on n'y comprenait pas grand-chose et que ce serait difficilement compréhensible par les Françaises qui se jouent avec ces dispositifs carrière longue. Alors, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, c'est très difficilement compréhensible, déjà pour les parlementaires, donc pour les Français... Même pour vous même pour nous, c'est compliqué. Donc pour les Français, c'est sûr que c'est totalement incompréhensible. Donc ce qu'il faut retenir, ce qui est intéressant, et ce que je pense les Français n'ont pas du tout compris, c'est qu'avec le dispositif carrière longue, tout le monde ne part pas à 62 ans. Si vous avez commencé 64. tôt... 64 ans, pardon.
Effectivement, oui. Tout le monde ne part pas à 64 ans. On peut partir beaucoup plus tôt. C'est le tableau que vous avez sous les yeux. Donc oui, moi je suis tout à fait favorable au fait d'améliorer le texte. C'est notre rôle ici, de lycée. J'avais déposé un amendement qui allait dans ce sens, qui allait un peu plus loin aussi, qui est tombé du coup par l'adoption des autres amendements. C'est les débats que nous avons ici pour améliorer le texte, pour le rendre un petit peu compréhensible. Puis pour rappeler qu'en fait, avec la loi Touraine, il y a beaucoup de choses qui sont déjà le cas avant. Et ça, les Français, je crois, n'ont absolument pas compris que d'ores et déjà, ils devaient travailler 43 années dans les dispositifs avant la réforme. Mais est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Est-ce qu'il faut 43 ans pour tous les Français qui sont dans un dispositif carrière longue? Oui, parce qu'on le voit, excusez-moi, mais on le voit, il y a une alternance entre 43 et 44 ans. En fonction de l'âge auquel vous commencez à travailler, vous pouvez être mécaniquement perdant, et c'est assez arbitraire, hein, sur le nombre d'annuités au total. Moi, c'est le sens de l'amendement que j'avais déposé, notamment avec mes collègues. C'était le même que mes collègues Horizon à l'Assemblée nationale. Après, ça fait partie, je pense, des choses qui peuvent encore être améliorées dans le cadre de la navette. Aujourd'hui, on a trouvé un accord hier sur le dispositif tel qu'il a été voté. Moi, je suis plutôt favorable à une amélioration encore dans ce sens-là. Donc ça peut être juste amélioré en CMP, parce que Horizon est pour, les députés, les Républicains sont également pour, la gauche est pour. Vous pensez qu'en CMP, vous pouvez arriver à ce que tous les Français dans un dispositif carrière longue travaillent 43 ans? Peut-être pas tous, puisque ça dépend. Vous l'avez vu, il y a des Français qui commencent encore plus tôt, donc ils vont cotiser forcément plus de 43 ans. Là où ce serait, moi, ce que je n'apprécie pas, c'est le dispositif proposé par Aurélien Pradié, qui est démagogique. La question, c'est le nombre de trimestres cotisés avant 20 ans, en fait. On comprend bien que c'est pas parce que vous avez été étudiant et que vous avez fait un job d'été avant 21 ans que ça peut valider une année de cotisation. C'est là, à mon avis, où il y a une difficulté. En revanche, améliorer le texte pour qu'il y ait un peu plus de monde qui partent après 43 années, ça me paraît tout à fait juste. Autre mesure phare de la réforme des retraites votée dans la version des sénateurs, cette fois, Quentin, c'est cette surcote pour les mères de famille. Voilà, la droite y tenait beaucoup, effectivement, hein, pour compenser certains effets délétères de la réforme. Bruno Retailleau en avait même fait une ligne rouge pour soutenir cette réforme des retraites au Sénat. Et donc, la majorité sénatoriale, hier en séance, a ajouté une surcote pour les femmes ayant eu au moins un enfant. Si elles travaillent jusqu'à 64 ans, leur dernière année, entre 63 et 64 ans, leur fait gagner un bonus sur leur pension jusqu'à 5% si elles ont toutes leurs annuités, bien sûr, hein, pendant leur carrière. Fait important, le Sénat a adopté cette mesure à 280 voix pour et aucune contre, même si une partie de la gauche s'est abstenue sur ce scrutin. Emmanuel Capus, c'est la démonstration que cette réforme, elle pénalisait les femmes et qu'il fallait la rééquilibrer, et donc en l'occurrence pour les mères de famille? C'est pas tout à fait ça. En fait, la réforme, elle pénalise pas les femmes. Les femmes sont pénalisées par leurs carrières qui sont hachées et par des rémunérations qui sont moins élevées que les hommes. En moyenne, 35% moins bien payés que les hommes. Hein, les donc femmes. De fait, effectivement, à partir du moment où vous rallongez la durée de cotisation et vous repoussez l'âge de la retraite, de fait, forcément, ça augmente cette pénalisation qui vient de la vie, en fait, de leur carrière. Donc moi, j'étais très favorable à prendre en compte cette différence de rémunération, cette différence de carrière, et la surcote me paraît être un bon mécanisme, même si ça n'empêche pas qu'il faut s'attaquer au fond du sujet, qui n'est pas celui des retraites, mais celui des égalités des rémunérations et des carrières hachées. Oui. Quentin, oui, une dernière question. Oui, juste la gauche, elle dénonce le fait que, on s'occupe des femmes qui ont eu un enfant et qu'effectivement, on ne s'occupe pas de toutes les femmes avec cette mesure. Et donc, du coup, il y a comme ça un peu une politique nataliste qui fait penser à une forme conservatrice de la vision de la société. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Là, c'est pareil. C'est la loi actuelle. Ce sont les femmes qui ont arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants qui sont le plus pénalisés aujourd'hui, pas par la réforme, par le système, par répartition actuelle. Donc il faut en tenir compte. En revanche, et j'ai déjà en fait répondu à votre question en réalité, c'est la politique vis-à-vis de l'égalité de la rémunération, l'égalité homme-femme, elle est beaucoup plus large. C'est pas dans la loi sur les retraites qu'on va la régler.
Et Quentin, on va voir ce qui s'est passé dans la soirée, hein, oui. puisque c'est reparti de plus belle sur la suite de l'examen des articles. C'est de plus belle. Et des nouvelles tensions ont électrisé l'hémicycle hier. Exactement, c'était électrique encore hier en séance, comme on le voit depuis maintenant 3 jours. Hein. Effectivement, on est passé à l'article 9. Donc, après tous ces éléments qu'on vient d'évoquer, c'est la prise en compte de la pénibilité qui était débattue en séance. Mais la droite a voulu accélérer les débats et faire tomber, c'est-à-dire supprimer une myriade d'amendements venus de la gauche. Patatras, cette gauche a refusé de se laisser faire. Écoutez Claude Raynal en séance hier. Je vous signale simplement un seul mot. Il y a 70 amendements qui vont tomber. Ça aurait fait 70 prises de parole sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On va le remplacer par 70 rappels du règlement. C'est intelligent. Et c'est de droit. Alors c'est intelligent, moi j'aimerais plutôt qu'on enlève ça et qu'on travaille au fond. Voilà, on voit ce faux rythme qui s'installe au Sénat depuis 3 jours, des moments où on débat sur le fond et des moments où il y a des procédures, l'utilisation du règlement du Sénat pour contraindre les débats et dans ces cas-là, ces débats qui deviennent électriques. Écoutez René-Paul Savary, qui est donc le rapporteur de la branche vieillesse, qui parle au nom de la droite dans l'hémicycle. Pour lui, la gauche refuse d'avancer, contrairement à ce qu'elle aurait promis initialement. Le Sénat devait attendre la mobilisation du 7 mars pour passer à l'article 7 et ensuite avancer. Et la gauche ne respecte pas ce pacte, selon lui. Écoutez René-Paul Savary. Moi, dans la vie, on m'a appris qu'on récoltait ce qu'on avait semé. Voyez-vous. Et vous avez récolté, vous récoltez ce que vous avez semé la semaine dernière. Vous n'avez pas tenu vos engagements. Et quand on ne tient pas les engagements, demandez à vos présidents de groupe, ils savent bien de quoi je parle. Demandez-leur. Ne criez pas comme ça. Tenez vos engagements. Il était bien question que l'on puisse débattre du texte pour aller jusqu'au bout du texte. Voilà, finalement, un amendement de la droite et du centre a bien été adopté en fin de séance, c'était vers 00h30. Mais le débat autour de la pénibilité ne fait que commencer, il continue aujourd'hui, et tout comme les tensions dans l'hémicycle. Emmanuel Capus, c'est un degré d'énervement rarement atteint autour de cette réforme qui se joue depuis 3 jours en séance, vous êtes d'accord ? Ça devient extrêmement compliqué, parce que hier soir, on n'a pas pu avancer d'un iota. D'un iota. On devait parler de la pénibilité, on devait parler de l'usure professionnelle, on devait parler des gens qui travaillent dur, qui travaillent la nuit, qui travaillent dans le froid, qui portent des charges. C'était ça le sujet hier. Et on devait améliorer leur sort. C'est quand même notre rôle. Essayer de trouver des solutions pour que le texte prenne mieux en compte la pénibilité, l'usure professionnelle. Et l'article 9, c'est la création de nouveaux droits, de nouveaux moyens pour lutter contre ça. Au lieu de ça, à quoi on fait face ? 70 amendements identiques, ils étaient tous identiques. Moi, on nous les a distribués. 70 amendements, quasiment des copier-coller. Certains étaient quelques virgules près différentes. 70 amendements, non seulement pour supprimer l'article 9 qui crée des droits pour les salariés, ce qui est déjà un vrai problème, et 2, qui sont identiques, qui font uniquement perdre du temps. Et quand la commission fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire elle met la priorité pour éventuellement faire tomber les amendements suivants et pour faire avancer les débats, conformément, parce que ce qui est intéressant, c'est que René-Paul Savary a expliqué pourquoi est-ce qu'on était obligé d'accélérer. Parce que pendant 5 jours, il y a visiblement eu un accord entre les présidents de groupe pour dire « Ok, on avance tranquillement jusqu'au jour de la manifestation du 7 mars ». Pour des raisons qui vous appartiennent, les groupes d'opposition, vous avez envie de discuter de l'article 7 après le 7 mars, après la manifestation, tant mieux pour vous. La majorité accepte, très aimablement. C'est un gentleman agreement. Et juste après, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'en fait, le gentleman agreement, visiblement, n'est absolument pas respecté. Aujourd'hui, vous avez une opposition systématique, complètement stupide. Enfin, je veux dire, on a eu des débats lunaires. Claude Raynal est un des plus modérés. Vous avez vu ensuite tous ses collègues faire des rappels au règlement totalement abscons sur l'article 44 bis, sur l'article 46 bis, sur tout et n'importe quoi, plutôt que de débattre de la pénibilité et de... Mais vous regrettez d'avoir accepté cet accord, du coup ? Et de l'usure professionnelle. Alors moi, j'ai accepté aucun accord. Vous avez compris votre président de groupe a dû le faire, puisque c'était en conférence des présidents. Je suis un groupe minoritaire. Je ne suis pas sûr que ce soit en conférence des présidents que ce se soit passé. Je pense que ça s'est fait plutôt entre les présidents Caner, Gontard
et Assassi et directement, effectivement, avec d'autres. Donc il n'aurait pas fallu le faire. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui... il n'aurait pas fallu céder à la gauche. Manifestement, l'accord n'est pas du tout respecté par les autres qui, maintenant, ont clairement un objectif, qui était limpide hier. Et certains l'ont dit d'ailleurs à votre micro. Je vois Daniel Breuiller, il a été très clair et très, très sympathique. Il n'a pas dit... il a dit, nous, notre objectif unique, c'est que le vote n'ait pas lieu sur l'ensemble du texte. Maintenant, je crois que c'est très clair. Les groupes de l'opposition ne veulent pas que le vote ait lieu et donc ils font tout pour faire durer les débats. Et hier soir, on s'est couché, il y avait quasiment plus d'amendements que le matin quand on est arrivé. Oui, puisque les sénateurs peuvent déposer des sous-amendements, effectivement, pendant la séance. Mais vous êtes d'accord pour dire que c'est une forme de guérilla parlementaire qui se joue. La droite sénatoriale qui use du règlement, article 38, pour contraindre le nombre de prises de parole, ce dépôt de sous-amendements, la commission qui fait voter en priorité ces amendements à elle pour faire tomber des sous-amendements. C'est une forme de guérilla parlementaire. Il y a des moments où on perd le fil avec le débat sur les retraites. C'est un truc tout à fait nouveau au Sénat. Et c'est sur quoi j'ai alerté hier mes collègues des groupes d'opposition, ça n'est pas du tout la tradition du Sénat. C'est vrai. La tradition du Sénat, c'est, même si on est contre un texte, d'essayer de l'améliorer et en tout état de cause, de le voter, de voter contre si on est contre, mais d'essayer de montrer que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, que nous nous écoutons et que nous votons les textes en ayant exprimé nos opinions. Mais la gauche dit aussi, la tradition au Sénat, c'est le respect de l'opposition. Et là, elle n'est plus respectée, l'opposition. L'opposition est extrêmement respectée. Ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on est vendredi, qu'on écoute jour et nuit des soliloques totalement hors sujet parfois, sur soit des rappels au règlement sans aucun rapport avec le sujet, soit sur des amendements qui n'ont que pour but de faire tomber, de faire perdre du temps. Quand vous avez 70 orateurs différents qui répètent le même amendement rédigé de la même façon, ça n'a aucun intérêt. En fait, il faut leur expliquer, on peut co-signer les amendements si on veut. Bon, et du coup, en attendant, l'horloge tourne pour arriver dimanche minuit. Est-ce que pour vous, le gouvernement doit prolonger un peu les débats pour aller un peu au-delà de dimanche minuit? Il y a la journée de lundi, par exemple. En fait, ça fait 5 ans et demi que je suis sénateur. Je n'ai pas souvenir qu'on ait passé autant de temps, à part sur des PLF, sur un texte. C'est un texte extrêmement important qui concerne les Français. Les règles du jeu, elles sont fixées depuis le début. Le président Larcher a ouvert, comme jamais, les séances. On travaille longtemps, de jour, de nuit, le samedi, le dimanche. Faut-il ouvrir, du coup, dimanche, après dimanche? Pardon. Il faut ouvrir au maximum. Faut-il lundi? Il ne faut pas ouvrir après dimanche. Les règles, elles sont posées depuis le départ. Donc, évidemment, non. Très bien. Un mot, parce que après, il y aura une CMP, une commission mixte paritaire, donc il va chercher un accord entre députés et sénateurs. Voilà, on la voit ici, effectivement. Ce sera mercredi matin. Vous pensez qu'elle sera conclusive? Non, moi, ce que je veux dire, parce que c'est extrêmement important, c'est que le petit jeu des groupes d'opposition est extrêmement dangereux pour la démocratie. Pourquoi? Parce qu'on perd l'image que nous avions jusqu'à maintenant très clairement d'une assemblée sérieuse qui travaille et qui propose. On rentre dans une sorte, comme vous l'avez dit, de guérilla qui n'est pas du tout l'usage et qui donne une image détestable, ce qui fait que les Français vont se dire que à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, on a des gens qui sont pas responsables et qui ne prennent pas leurs responsabilités. Moi, je pense que le Sénat doit prendre ses responsabilités, qu'il doit voter, oui ou non, et qu'ensuite, effectivement, de façon démocratique, on arrive à une décision en CMP et qu'on ne soit pas obligé d'utiliser des instruments qui ne sont normalement pas utilisés et qui ne sont pas qui sont pas les meilleurs instruments. Un dernier mot sur l'équilibre financier de cette réforme, parce que c'est important et ça fait partie des choses auxquelles vous tenez. Est-ce que, là, Olivier Dussopt, dimanche dernier, a déjà alerté sur le fait qu'à l'horizon 2030, il allait manquer 300 ou 400 millions d'euros. Est-ce que le gouvernement a trop cédé? Est-ce qu'il faut revoir l'équilibre financier de cette réforme? Alors ça, c'est sûr que mon groupe Les Indépendants, on est extrêmement sensible à l'équilibre, parce que ça sera la pire des choses. C'est que non seulement on n'arrive pas à voter, mais qu'en plus, par souci du consensus, on est une réforme qui ne rapporte pas assez d'économies. Et c'est bien ça l'enjeu. C'est pour ça que cette réforme, elle est utile. C'est pour qu'on préserve, pour chacun, une retraite à des niveaux corrects de pension et en trouvant un équilibre. Donc c'est ça l'enjeu. C'est pour ça qu'il faut... Donc il faut d'autres économies. Il ne faut pas d'autres économies. Il faut arrêter. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Il faut faire attention à l'équilibre général, et il faut effectivement ne pas en rajouter systématiquement, parce qu'on voit qu'en plus, ça n'est pas payé de retour. Parlez à l'air.
Pas par les LR, par la gauche, non, par les LR. Par les LR, moi je trouve objectivement que jusqu'à maintenant, l'attitude est plutôt responsable. Il y a une position qui est assez claire et un accord qui est tout à fait correct entre les positions des LR et la majorité présidentielle. Merci Quentin. Merci à tout à l'heure. Marianne. On va reparler de ces débats électriques dans l'hémicycle. Ce sera à suivre dans le club. On va continuer à parler de cette réforme avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Chartres où on retrouve Sébastien Bèze. Bonjour Sébastien, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef de l'Écho républicain. Sébastien, vous revenez dans vos pages sur l'impact du mouvement de contestation de cette réforme sur le quotidien de vos lecteurs. Oui, dans les quotidiens du groupe Centre-France, nous nous penchons ce matin sur la mobilisation des éboueurs et la mobilisation dans les industries électriques et gazières et donc ses impacts sur le quotidien. L'enjeu pour ces grévistes, c'est la défense de leurs régimes spéciaux. Une grève des éboueurs de la ville de Paris a commencé lundi. Depuis, on l'a vu, les poubelles s'accumulent dans la rue, dans la moitié des arrondissements. Les éboueurs occupent aussi l'usine d'incinération de la Porte d'Ivry. Environ 2000 tonnes de déchets y sont traités tous les jours. La grève des éboueurs ne touche pas seulement Paris, c'est aussi le cas par exemple dans l'agglomération de Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes. Du côté des industries gazières et électriques, en Ile-de-France, les usines d'incinération sont à l'arrêt à Saint-Ouen, Ivry-sur-Seine et ici les Moulineaux. Ce sont des usines qui brûlent les déchets pour les transformer en énergie. Alors selon Régis Bicelli, le secrétaire général CGT Nettoiement, éboueur à la ville de Paris, plus aucun déchet en Ile-de-France ne serait actuellement traité. Conséquence, il y a, on l'a dit, l'amoncellement des ordures, mais aussi, selon un autre syndicaliste, en cas de grand froid, cet arrêt des usines d'incinération pourrait jusqu'à priver les Parisiens de chauffage. La mobilisation des éboueurs, Régis Bicelli affirme qu'elle se poursuivra jusqu'au retrait de la réforme. Pourquoi ? Parce que pour lui, cette réforme est un non-sens. Il fait valoir l'espérance de vie des éboueurs, 12 ans de moins qu'un autre travailleur. Selon lui, un éboueur peut actuellement prétendre à la retraite à 57 ans. Personne ne part à cet âge-là, dit-il. Il donne l'exemple d'un collègue qu'il a récemment rencontré, un collègue de 63 ans. Ça fait 2 ans qu'il est à la retraite et il a toutes les maladies du monde, assure le syndicaliste, qui conclut la retraite à 64 ans pour un grand nombre d'entre nous, c'est la mort assurée au boulot. Bonjour Emmanuel Capu. Bonjour. Alors les syndicats avaient promis de mettre le pays à l'arrêt le 7 mars. Pensez-vous que le blocage de la France pourrait finalement se trouver devant nous ? J'espère pas. Je constate qu'il y a eu une forte mobilisation le 7 mars, mais qu'elle n'a pas été beaucoup plus forte que les fois d'avant. Je constate que les grèves ont pas été, pour le coup, ont été beaucoup moins suivies dans la fonction publique notamment que précédemment. Donc moi, j'espère un retour à la normale le plus rapide possible. J'espère d'abord un vote du texte. Vous l'avez compris. Et puis ensuite, une fois que le texte sera voté, qu'on retourne à la normale. Parce mais selon vous, ce vote notamment du texte... ce que vous avez dit, je rappelle quand même qu'on a décidé de ne pas supprimer les régimes spéciaux. On a décidé de fermer 5 régimes spéciaux avec la clause du grand-père, c'est-à-dire sur 40 années. Donc en fait, personne n'est affecté. Aucun des salariés actuels des industries gazières, de l'ensemble des 5 régimes qui sont concernés, ne sont affectés par la réforme. Il y aura un débat d'ailleurs là-dessus au Sénat, parce que Bruno Retailleau veut accélérer cette suppression, un débat à venir dans les prochaines heures. Et vous êtes pour ou pas, cette accélération ? Moi, je suis plus mitigé. Dans l'absolu, par principe, évidemment, les régimes spéciaux ont vocation à disparaître, et plutôt plus rapidement que ce que le texte propose. En tous les cas, c'est la position de mon groupe régulièrement. Dans le contexte actuel, dans le contexte que vient de rappeler votre collègue, je pense que la position qui est proposée par le gouvernement, qui est un compromis avec ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire une extinction assez longue, me paraît raisonnable. Donc c'est pour ça, et ce sera ma position dans l'examen de ce texte. Un dernier mot là-dessus, est-ce que vous pensez que le vote, si vote il y a, ça va accentuer, ça va radicaliser la contestation, ou au contraire ça va l'éteindre ? Moi je pense que les Français, ils ont compris que cette réforme, elle était indispensable et qu'elle allait se faire. Et donc j'espère que le vote va mettre un terme à la contestation. Oui, ils l'ont compris, mais ils ne sont pas pour. Non, mais personne n'est pour. Vous comme moi, quand on nous dit qu'il va falloir peut-être travailler 2 ans de plus, c'est pas agréable et on n'en a pas envie. Personne n'a envie de travailler, sauf quelques exceptions. Mais la grande majorité des Français, ils n'ont pas envie de cette réforme. C'est pas ce que je dis. Je dis que beaucoup, en leur fort intérieur, savent qu'elle est indispensable et qu'elle permettra de garantir des retraites
pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Merci beaucoup, Romain. On va remercier Sébastien Besse. Merci Sébastien, la une de l'Écho Républicain pour une maison plus économe. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Sébastien Besse et merci Emmanuel Capus d'être venu. On va évidemment continuer à suivre sur l'antenne de Public Sénat vos débats dans l'hémicycle. Ça dure jusqu'à dimanche minuit. Merci beaucoup Emmanuel Capus d'avoir été avec nous. Et dans 20 minutes dans le club, on va revenir sur l'examen de ce texte au Sénat. On en parle d'ailleurs tout de suite avec notre prochain invité. C'est Éric Coquerel qui nous rejoint.